Donc bonjour à tous, merci de vous être déplacés jusqu'à Caen. Je sais qu'il y en a qui viennent de Lorraine, c'est l'autre côté de la France. Donc merci pour votre soutien déjà, merci pour votre intérêt parce que il est vraiment important, je pense, d'essayer d'aller vers le vrai. Il y a une vraie chape de plomb, une vraie idéologie sur l'histoire, une histoire dans laquelle on a un peu de mal à croire, surtout lorsqu'on s'intéresse un tout petit peu aux Vikings. Je vous rappelle quand même que l'histoire des Vikings a été créée, oui, on pourrait dire ça, lapsus révélateur. L'histoire des Vikings, en réalité, officielle, se base sur des écrits de moines chrétiens. Or, je rappelle que c'était quand même les adversaires des Vikings. Donc, quand vous vous basez uniquement sur les écrits de l'adversaire, il est évident qu'on n'a pas une version sincère. Mais pourtant, jusque dans les années, même début 2000, c'est là-dessus qu'on s'était basé. Ce qui donnait un intérêt moyen pour les gens. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à étudier les Vikings de la façon dont ils sont dépeints par les moines. Or, il y a eu une série qui a eu beaucoup de succès donc dans les années 2010, que tout le monde la connaît, et il y a eu du coup un regain d'intérêt. Et ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, l'histoire des Vikings a encore changé. Et encore une fois, en pire. Donc c'est-à-dire que là, ils ont carrément inventé des trucs, je l'assume parce que je vais le démontrer, ils ont inventé des trucs juste pour les discréditer encore plus. Donc il paraîtrait que maintenant ce sont des esclavagistes. Et puis on focalise le débat sur les fameux casques à cornes. Alors je vous dis ça parce que là, ça me fait plaisir que vous veniez aussi nombreux à une conférence payante où en plus on est obligé de contrôler votre identité pour des raisons de sécurité. Parce que vous savez que la France, ça ressemble de plus en plus à l'ex-URSS, il y a une police de la pensée. Et c'est vrai que moi je suis un libre penseur et je ne vois pas pourquoi je me limiterais au cadre qu'ils ont défini. Surtout quand il apparaît tout à fait mensonger et je dirais même diffamatoire vis-à-vis de nos ancêtres. Donc ça c'est dit, mais c'est pas tout. Il y a récemment eu une conférence justement d'un confrère entre guillemets, enfin ça n'a rien à voir, moi je suis un amateur reconverti on va dire, mais un professeur universitaire reconnu, maître de conférence, a fait récemment une conférence à Rouen. Et quand vous voyez mon affiche et vous la comparez à la sienne, lui il avait écrit, alors moi c'est les Vikings en vérité. Il y a le casque à cornes. Alors eux, leur titre de conférence, c'est les Vikings. Et après, dans les attraits principaux, les sujets principaux, c'est les Vikings n'avaient pas de casque à cornes. Ils ne naviguaient pas sur des dracars. Waouh! Donc ça, c'est ce qui les intéresse le plus. C'est de démontrer qu'ils n'avaient pas de casque à cornes. Tiens, c'est drôle. Ça, c'est pareil, ça vient de sortir. Et maintenant, c'est les Gaulois aussi. Maintenant, c'est pareil, eux, ils n'auraient pas eu de casque à cornes non plus. Tiens, c'est marrant, ça, il n'y aurait pas anguille sous roche. Si, il y a une énorme anguille, c'est plus que ça, c'est l'Atlantide, en fait, qui est juste en dessous. La connexion Gaulois-Viking et Atlantide, elle est évidente, et ce casque à cornes, notamment, nous met sur la voie, et est un grand symbole de cela. Et c'est pour ça qu'on veut nous faire croire qu'il n'avait pas de casque à cornes. Mais bon, c'est plus grave quand on les traite d'esclavagistes, vous allez le voir, parce que dans cette conférence authentique, nous avons tous les éléments pour prouver que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Donc, comme vous savez qu'on parle de nos arrière-arrière-grands-parents, moi ça a du mal à passer, vous voyez. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Lorsque l'information est contrôlée de A à Z par des institutions, c'est malheureusement ce qui arrive. On sait que les hommes politiques sont des menteurs. Maintenant, on a découvert que les historiens aussi. Donc, profitons de cette fenêtre de liberté d'expression sur Internet. Défendons-la bec et ongle, qu'il n'y touche pas. Et le monde ne pourra que changer. En bien, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est dit, mais c'est très important de le dire. Il ne faut vraiment pas avoir peur de le dire. Voilà. On va donc démarrer cette conférence. Avec donc le plan de cette conférence, donc de quoi on va entendre parler pendant cette conférence.
On ne va pas s'attacher à des choses superflues comme l'étymologie de Drakkar. En réalité, c'est Langskip, des choses qui font intelligent, c'est pour se faire valoir intelligent, mais au final, on ne traite pas réellement jamais du sujet des Vikings. Donc nous allons parler de l'Empire romain qui est devenu l'Empire chrétiano-franc, parce que ça, il faut le comprendre, sinon on ne peut rien comprendre aux Vikings. Nous allons parler de la traite des Nordiques, j'ai bien dit la traite des Nordiques, l'origine réelle des Carolingiens, ça aussi c'est du lourd, la seconde croisade contre l'Empire esclavagiste, les invasions vikings. Hasting, un héros gallo-viking. La dissidence gauloise, les colonies vikings en Gaule franque, la Normandie bien sûr, on y est là, on est à Caen. Dernière nation hyperboréenne, nous allons parler du renversement des Carolingiens. Nous allons donc boucler cette affaire de vikings esclavagistes en répondant à messieurs Onfray et Supéry. Supéru, moi j'aurais dit. Le retour du druido-odinisme en Gaule, la création de l'art gothique et enfin la connexion viking-templier. Les invasions barbares. Ça, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'histoire. Donc déjà, tout de suite, diffamation, discrimination en tous les cas envers les barbares, terme péjoratif. J'ai choisi cette illustration-là parce qu'on voit ces barbares avec des casques à cornes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça m'a plu. Donc on voit des gens avec des casques à cornes qui attaquent l'Empire romain. En réalité, c'est une croisade druido-odinique contre l'Empire romain. Les Romains faisaient depuis très longtemps des razzias et des rafles. J'ai bien dit des rafles. Hein. Je crois que tout le monde en entend suffisamment parler par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Des rafles en Germanie sur des Germains. Voilà. À une époque où, évidemment en Gaule, nos ancêtres gaulois sont pour la plupart des serfs. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à la terre, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas voyager, ils sont obligés de travailler toute leur vie pour un seigneur. Ce qui a provoqué une révolte gauloise. Et tout ce que je vous dis là, c'est Bruno Dumézil. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui. Lui, par contre, c'est vraiment du très très bon travail et c'est quelqu'un qui est reconnu. C'est rare. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas assez de publicité à mon goût. Donc, je fais sa publicité, bien au contraire. Et lui, donc, il a démontré qu'il y avait de nombreux serfs gaulois qui ont fui en Germanie parce que les conditions de vie sous la soi-disant brillante civilisation gallo-romaine était trop difficile. Ils ont donc retrouvé des alliés et des amis en Germanie, n'en déplaise à tous les germanophobes. Et c'est ensuite de cet élan, avec en plus, comme je vous disais, les fameuses razzias régulièrement effectuées par les Romains en Germanie pour voler des richesses et surtout rafler des esclaves, ça a fait que les Germains et les Gaulois réfugiés en Germanie ont décidé de contre-attaquer et de détruire, de démanteler l'Empire romain par la force. Puisque de toute façon, il n'y a que ça qui marche avec ces gens-là. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Sinon, on ne peut rien comprendre aux invasions vikings. Donc, ces invasions barbares, pour moi, c'est une reconquête hyperboréenne, puisque ce qui permet d'unifier culturellement à la fois les Gaulois, les Germains et finalement tous les peuples de l'Ancien Monde, dans lequel on peut inclure évidemment les Spartiates, les Ibères, les Italiotes pré-romains, ce sont tous des gens qui ont une origine, entre guillemets, en tout cas culturellement, on va dire ce qui les réunit, c'est le symbole de l'Hyperborée. Donc de nombreuses colonies germaniques vont être créées en Gaule suite à ces invasions. Donc beaucoup de peuples dits barbares germains vont s'installer. Ils arrivent évidemment en libérateurs dans beaucoup d'endroits puisque la loi germanique est égalitaire, c'est la méritocratie. On assistera par la même occasion au retour du druido-odinisme qui avait été complètement détruit par les Romains. Donc les Romains, avant même la christianisation, hein, là je vous parle, c'est même avant le concile de Nicée, avaient déjà massacré et interdit toutes les pratiques traditionnelles druidiques. Donc les druides vont fusionner avec l'odinisme, dans certaines provinces évidemment, parce que les Romains vont quand même garder le contrôle de pas mal d'endroits aussi. Alors, un bel exemple de cette fusion druido-odinique et de la libération
réalisé par les Germains en faveur des Gaulois, c'est la ville d'Évreux, qui s'appelait à l'époque Hébro-Icôme. Donc Hébro-Icôme, ça doit parler à ceux qui suivent mes vidéos. Hébro, ça vient de Héburo, ça veut dire sanglier. C'était la ville de la tribu des Héburovis, qui sera libérée par le jarl germain Thorin. À côté du Mont Saint-Michel, en son honneur, il y a une bourgade qui s'appelle Saint-Thorin, en son honneur. Donc Thorin va libérer Hébro-Icôme vers l'an 300. Les druides et les druides pourront revenir et partager, fusionner leur savoir avec les Gaudis odinistes. Au final, l'Empire romain va être démantelé, partagé entre les provinces celto-germaniques et les romaines. Les Romains, donc en difficulté, vont alors adopter une nouvelle stratégie. Donc les légions, c'est plus efficace, les barbares ont gagné sur le terrain, ils sont plus courageux, ils ont également des idéaux, et voilà, ils viennent réparer des injustices, ce qui donne évidemment beaucoup plus de force. Donc les Romains vont réussir à rebondir. Ils vont muter. Ils vont passer d'une domination par les légions à une domination par la religion. Les hauts cadres romains vont créer deux entités, une religieuse et l'autre militaire. Donc les politiques romains, les anciens sénateurs, etc., les hommes de pouvoir romains, notamment les pharisiens, puisque ça, on le sait, hein, c'était essentiellement des banquiers pharisiens, puisque l'Empire romain, c'est une plutocratie, un peu comme aujourd'hui, hein, c'est le pouvoir au plus riche, se réfugient, donc ces pharisiens, dans l'Église, en adoptant le christianisme. Concile de Nicée en 325. Je rappelle que la religion romaine chrétienne, 75% des évangiles ont été écrits par le pharisien Paul, qui s'est, entre guillemets, converti au christianisme. Bon. Il y en a chez qui ça marche, ça. Bon. Interdiction de tous les cultes, sauf le christianisme romain. Donc, c'est-à-dire, suite à cela, dans tout l'Empire romain, donc en Gaule, on a interdit toute autre forme de spiritualité, ou même de tradition, parce qu'on parle... Vous voyez ce que je veux dire? On interdit des fêtes traditionnelles qui ne sont même pas religieuses. Tout doit être chrétien ou judaïque. C'est-à-dire que, bizarrement, il n'y a que le judaïsme qui est autorisé à côté du christianisme. Les évêques, alors celle-là, elle est excellente aussi. Les évêques sont très souvent des Israélites. En effet, le premier évangélisateur du Berry, alors le Berry, ça vient de Ber étymologiquement, c'est la région de l'ex-Avaricum, c'est-à-dire Bourges. Donc le premier évangélisateur de Bourges vers le IIIe siècle s'appelait Saint Ursin, en référence à l'ours, qui est le symbole, on va dire, païen de la région de Bourges. En référence à l'ours, très important dans le Berry, sauf qu'en réalité, beaucoup disent dans le Berry que cet apôtre, son vrai nom, c'était Nathanaël. Il aurait changé son nom pour mieux coller au contexte local. Les évêchés sont en réalité les anciennes structures politiques romaines qui prélèvent désormais l'impôt non plus pour l'empereur, mais au nom de Dieu. Donc, ça, c'est, on va dire, l'endoctrinement mental, une autre façon de vous dominer avec le prétexte de la religion. Et sur le plan militaire, parce que tout ça, ça peut fonctionner que si vous avez une armée, de toute façon, sans armée, on ne fait rien. Donc, comme les légions romaines sont terriblement impopulaires, que les gens sont vraiment revenus aux traditions, on va dire, anciennes, ils ne peuvent pas blairer l'uniforme romain, les Romains vont créer une armée de mercenaires, de confédérés, avec le style barbare. C'est vraiment, comment vous dire, voilà, ils vont recruter des Germains, des Vikings, des Gaulois qui ont leurs anciens dieux, qui sont attachés à Thor, à Odin, à Bélénos. Ils vont leur dire, venez avec nous, on va bien vous payer, et nous aussi on va défendre tel ou tel dieu, ce qui n'est pas vrai, puisque au final, ces barbares n'ont vraiment ces Francs, donc cette confédération créée par Rome, ça s'appelle les Francs. Voilà. Alors, il y avait une authentique tribu franque, mais en fait, ils ont pris ce nom-là, et au final, dans l'histoire, on verra que les vrais Francs vont se faire exterminer par les faux Francs, qui sont des cosmopolites
qui recrutent des soldats aux alentours de la Méditerranée, en Germanie, même en Gaule. Tous les pourris, les gens qui ne pensent qu'à être payés finalement, quoi. Et donc, les francs saliens, notamment, c'est les plus connus, les francs saliens sont des confédérés à Rome. Ils recrutent dans toutes les nations des mercenaires, donc plus intéressés par l'argent que par l'honneur. Cette armée n'a qu'une apparence germanique, mais elle est cosmopolite, surtout dans l'état d'esprit. Puisque, voilà, alors ça c'est assez marrant aussi, il faut savoir qu'à l'époque, ces mercenaires qui s'engageaient pour l'armée franque, ils obtenaient la nationalité franque, qui n'était pas celle des Gaulois. Hein. C'est une nationalité qui donnait un privilège, c'était l'exonération de l'impôt romain. Donc voilà, on dit le franc, c'est les Français, non. Les Gaulois de souche qui ne s'engageaient pas pour l'armée franque, n'avaient pas ce privilège de nationalité qui exonérait de l'impôt romain. Donc la plupart des Francs ne sont même pas des Gaulois. Hein. En plus, la noblesse franque, elle parle le latin. Hein, donc on ne parle pas gaulois chez les Francs, on parle latin et on ne parle pas germain. Parce que les Francs n'ont rien de la tribu germanique que l'on nous présente. Voilà. Les hauts dignitaires francs ne parlent pas germain. Jamais les Francs n'affronteront les Romains. Jamais. Les légions leur laissent Lutèce et Paris. Il n'y a pas eu de guerre pour que les Francs prennent Paris. En réalité, on voit bien qu'ils ont le même patron, le même payeur. Et donc, au final, comme je vous disais, Clovis va lutter contre les vrais barbares pour le compte de l'Église de Rome. Voilà, donc comme je dis, les intellectuels se sont recroquevillés dans l'Église. Et donc, c'est au nom de la nouvelle religion en fait, qu'ils vont combattre et plus au nom de l'empereur. La bannière SPQR, si vous voulez, va devenir la bannière de la croix romaine du crucifix. Voilà. Donc on va assister voilà, à une guerre entre des gens attachés à la tradition celto-nordique, encore une fois, et des gens, donc des Romains, qui sont devenus chrétiens. J'aurais vraiment souhaité pouvoir vous offrir l'intégralité de cette conférence, mais seulement ce n'est pas possible, car cela serait agir comme un serpent qui se mordrait la queue. Car pour pouvoir organiser ce genre d'événement, ce genre de conférence, nous avons besoin de l'association Pagan Libre Païen, dont je suis président. Sans cette petite structure, nous ne pourrions pas organiser ce type d'événement. Et pour vivre, cette structure a besoin de donations, elle a besoin d'adhérents. C'est pourquoi je vous invite pour voir l'intégralité de cette conférence qui dure 2h27, 2h28, qui est très très riche en informations. Eh bien, je vous encourage à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou à vous rendre directement sur le site internet pagans.eu pour effectuer un modeste don de 5 € pour notre association Pagan et ainsi nous permettre de continuer notre travail, continuer à faire d'autres conférences, d'autres reportages. Je n'oublie pas bien sûr que les adhérents, ceux qui sont déjà adhérents évidemment à l'association Pagan, ne vous inquiétez pas, vous avez d'ores et déjà accès à cette conférence. C'est toujours sur le site internet. Hein. Et puis, donc, allez sur pagans.eu. Et puis, je n'oublie pas non plus les tipeurs et les différents donateurs. Donc, les tipeurs et les donateurs de cette année, vous aurez également accès à cette conférence. Je vous enverrai un email si ce n'est pas déjà fait dans les jours qui vont venir. Donc voilà, merci pour votre compréhension, hein, on en a besoin. Sans ça, elles n'existeraient pas, ces conférences. Merci pour votre attention et à bientôt, au revoir.